Avez-vous jamais imaginé, ne serait-ce qu'un instant, qu'une seule phrase, composée de quelques mots seulement, puisse valoir 1000 lingots d'or? Avez-vous déjà pensé qu'une simple maxime puisse avoir le pouvoir incommensurable de sauver un royaume de la ruine? D'arracher un homme aux griffes de la mort, ou de racheter une âme perdue dans les ténèbres de la cupidité? Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter loin d'ici, dans les contrées anciennes et mystérieuses de l'Asie centrale. Là où les routes de la soie bruisent de 1000 rumeurs et où la sagesse se monnaie parfois au prix du sang. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une œuvre monumentale, un recueil de vie et de spiritualité écrit par le vénérable Thich Nhat Hanh. Intitulé La leçon aux 1000 écus d'or. Ce n'est pas simplement un conte de fées ou une légende lointaine pour endormir les enfants. C'est un miroir implacable tendu devant notre propre conscience, une exploration vertigineuse de la loi de cause à effet. Ce que les bouddhistes appellent le karma. Tout commence dans le royaume florissant de Nhc, une nation prospère coincée entre les géants de l'Inde et de la Chine. Imaginez un marché grouillant de vie, un carrefour de civilisation où se croisent marchands d'épices, nobles vêtus de soie, mendiants et brigands. Au milieu de cette effervescence, un vieil homme à la barbe blanche comme la neige, au regard perçant et pur comme celui d'un enfant, se tient debout. Il ne vend ni soie, ni épices, ni bijoux. Il porte une canne sculptée d'un dragon, au bout de laquelle pend un petit sac de brocart pourpre. De sa voix claire, il crie à la foule, « Qui veut devenir riche? Qui veut la gloire? Qui veut la paix dans son foyer? Achetez ma leçon inestimable. » La foule, amusée et sceptique, se moque de lui. Un voyou local, fort comme un bœuf, tente même de l'intimider, mais le vieillard, doué d'une maîtrise martiale insoupçonnée, le met à terre en un clin d'œil. C'est alors que le destin du royaume bascule. Le roi Teki, revenant d'une partie de chasse, fastueux et blasé par les plaisirs d'une vie sans obstacle, s'arrête. Intrigué par l'audace de ce vieillard qui ose demander 1000 lingots d'or pour une leçon cachée dans un sac, le roi, par pur caprice et par orgueil, décide de l'acheter. Le pacte est conclu, l'or est livré, le sac est remis. Mais le roi, par fierté, refuse de l'ouvrir en public. Ce n'est que tard dans la nuit, dans le secret de ses appartements royaux, que le souverain dénoue le fil du sac de brocart. Il en sort un parchemin jaune, et lit cette unique phrase calligraphiée avec une élégance suprême, « Quoi que tu fasses, réfléchis toujours d'abord aux conséquences de tes actes. » La réaction du roi est explosive. Il se sent humilié, floué, rabaissé au rang d'un enfant à qui l'on fait la morale. Lui, le monarque absolu, qui a droit de vie et de mort sur ces sujets, devrait-il réfléchir aux conséquences? C'est absurde. Dans un accès de rage, il jette le papier, fulmine, et ordonne secrètement l'arrestation du vieillard. Son orgueil blessé le pousse à commettre une erreur fatale, pour étouffer l'affaire et ne pas paraître crédule devant sa cour. Il fait exécuter son ministre de la Sécurité, le fidèle Tan Phong, l'accusant faussement de trahison parce qu'il n'a pas réussi à retrouver le vieil homme. Le roi vient de déclencher une chaîne de tragédies sans même s'en rendre compte. Il a agi sous l'impulsion de la colère, ignorant précisément la leçon qu'il venait d'acheter à prix d'or. Mais la vie, dans sa grande ironie, a une manière bien à elle de nous ramener à la raison. Le roi, ne voulant pas que son investissement de 1000 lingots d'or paraisse vain, ordonne paradoxalement que cette phrase soit gravée partout dans le palais, sur les murs, sur les plateaux, sur les coupes. Il ne le fait pas par conviction, mais pour sauver les apparences. Pourtant, cette omniprésence de la maxime va accomplir un miracle. Quelques mois plus tard, le roi tombe gravement malade. Le royaume voisin, guettant l'opportunité, soudoie le médecin royal, Tai Hoa, en lui promettant des richesses infinies et une princesse s'il empoisonne le roi Teki. La nuit de l'assassinat prévu, le médecin s'approche du lit royal. Ses mains tremblent. Il a le poison dans sa manche. Il est à un souffle de commettre le régicide. Le roi, affaibli, lui tend le bras pour qu'il prenne son pouls. Et là, au moment fatidique où le médecin s'apprête à verser le poison dans le bol de médicaments, son regard se pose sur le plateau d'or. Les mots y sont gravés, étincelant sous la lueur des bougies, « Quoi que tu fasses, réfléchis toujours d'abord aux conséquences de tes actes. » Cette phrase le frappe comme un éclair. Son esprit, jusqu'alors obscurci par l'avidité et la luxure, s'éclaire soudainement. Il visualise la chute, la trahison découverte, sa propre mort inévitable sous la torture, l'extermination de sa lignée, le déshonneur éternel. Terrifié par cette vision de l'avenir,
le médecin s'effondre en larmes, avoue son crime avant de l'avoir commis et implore le pardon. Le roi, stupéfait, réalise à cet instant précis que la leçon du vieillard vient de lui sauver la vie. 1000 lingots d'or n'étaient rien comparé à la préservation de son existence et de son royaume. C'est le premier grand éveil du souverain. Cette prise de conscience nous amène à un point crucial de l'histoire, car les erreurs passées du roi réclament leur dû. Souvenez-vous du ministre Tan Phong, exécuté injustement dans un accès de colère. Son fils, Thnh Bo, un général brillant posté aux frontières, apprend la mort de son père. Ivre de douleur et de vengeance, il lève une armée, s'allie aux ennemis de la nation et marche sur la capitale. Le roi, trahi par sa propre cour corrompue, est contraint de fuir dans la nuit, abandonnant son trône. Thnh Bo prend le pouvoir, mais sa soif de vengeance l'a aveuglé. Il a invité le loup dans la bergerie en s'alliant aux troupes étrangères qui pillent et oppriment le peuple. Finalement, un général loyaliste, Hoang Khe, rassemble les forces de la résistance, écrase les envahisseurs et capture Thnh Bo. Le jour de l'exécution de Thnh Bo arrive. Le roi Teki, de retour sur son trône, s'approche du jeune rebelle attaché au poteau d'exécution. Il lui demande s'il a des regrets. Thnh Bo, fier mais amer, répond qu'il ne regrette qu'une chose. Ne pas avoir compris la leçon écrite sur le petit parchemin qu'il avait trouvé dans les appartements royaux après avoir pris la capitale. Il avait lu la phrase sur les conséquences, l'avait méprisée, et avait cru pouvoir forger le destin par la seule force de son épée. En entendant cela, le roi est foudroyé par une révélation intime. Il se revoit lui-même, jetant ce même parchemin avec la même arrogance. Il réalise que c'est sa propre précipitation, son refus de réfléchir aux conséquences en tuant le père de Thnh Bo, qui a engendré cette guerre civile dévastatrice. Dans un geste d'une grandeur d'âme inouïe, dicté par une compréhension profonde de la loi karmique, le roi ordonne de stopper l'exécution. Il pardonne à Thnh Bo, brisant ainsi le cycle infernal de la haine et de la vengeance. Ce moment est d'une beauté poignante, car il illustre que la véritable puissance d'un homme ne réside pas dans sa capacité à punir, mais dans sa capacité à comprendre la racine de ses propres fautes et à y mettre un terme par la compassion. Cependant, tous ne sont pas capables d'une telle introspection. L'auteur nous plonge ensuite dans les ténèbres des passions humaines avec l'histoire tragique de la concubine royale Hoang-Hoa et du ministre ambitieux Liba. Hoang-Hoa, délaissée par le roi, se morfond dans le palais de l'Ouest. Lors de la fuite du roi pendant la rébellion, elle entame une liaison passionnée et interdite avec Liba. De retour au palais, leur amour secret se poursuit dans l'ombre, facilité par des passages souterrains. Mais le péché porte en lui ses propres germes de destruction. Hoang-Hoa tombe enceinte. La panique s'empare d'eux. Liba, dévoré par l'ambition, conçoit un plan diabolique, il fait appel à un sorcier charlatan, Limu, pour simuler une folie chez la concubine. Espérant ainsi gagner du temps pour échanger l'enfant à naître avec celui d'une autre épouse royale, et finalement usurper le trône. Tous les jours, Hoang-Hoa vit dans la terreur, entouré par les objets du palais sur lesquels est gravée la fameuse leçon, quoi que tu fasses. Réfléchis toujours d'abord aux conséquences de tes actes. Ces mots la narguent, l'accusent silencieusement. Dans ces crises de fausse folie qui deviennent peu à peu de vraies crises de nerfs, elle brise les vases et les miroirs portant cette inscription, essayant désespérément de faire taire la voix de sa conscience. Mais on n'échappe pas aux conséquences de ses actes. Leur manigance, tissée de mensonges, de fausses superstitions et de meurtres prémédités, finissent par éveiller les soupçons du perspicace général Hoang Khe. Pris au piège de leur propre toile d'araignée, démasqués en plein complot dans les souterrains du palais, Hoang-Hoa et Liba sont condamnés à mort. Leur chute n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement logique d'une série de choix égoïstes et aveugles. Ils ont semé la trahison, ils ont récolté la mort. Cette implacable loi de cause à effet ne s'applique pas seulement aux rois et aux courtisans, elle s'infiltre dans toutes les strates de la société. Comme nous le montre l'histoire fascinante du juge Anqi et de son épouse. Le juge est réputé pour son intégrité absolue, une rareté dans une administration corrompue. Sa famille vit dans une pauvreté digne, ce qui pèse lourdement sur les épaules de sa femme. Un jour, l'épouse d'un magistrat local vient lui rendre visite, lui offrant 4 luxueuses boîtes de thé. En réalité, sous les feuilles de thé se cachent des lingots d'or. Un pot de vin destiné à étouffer une affaire de meurtre impliquant un riche propriétaire terrien, Shanam, qui a violé et poussé au suicide une jeune servante innocente, Thng. La femme du juge,
éblouie par cet or qui pourrait assurer l'avenir de ses enfants et soulager leur misère, cède à la tentation. Elle se persuade qu'elle peut influencer son mari pour classer l'affaire. Mais le poids de la culpabilité est un fardeau insoutenable. La nuit, elle est tourmentée par des cauchemars effroyables. L'esprit de la jeune fille morte, couverte de sang, lui apparaît, implorant justice. Se réveillant en sueur, terrifiée, la femme du juge lève les yeux et aperçoit la plaque de bois au-dessus de sa porte, offerte par le roi lui-même. Portant la fameuse leçon. L'illumination est brutale. Elle comprend que l'or qu'elle a accepté est taché du sang d'une innocente. Si elle garde le silence, elle devient complice d'un meurtre, détruisant non seulement l'honneur immaculé de son mari, mais attirant aussi une malédiction sur sa propre descendance. Le lendemain, transfigurée par le repentir, elle court avouer la vérité à son mari et lui donne les indices révélés dans son rêve pour retrouver le corps de la victime. Le juge, grâce à elle, démasque le coupable. La femme rend l'or, le cœur enfin léger. Elle a frôlé l'abîme, mais la sagesse de la leçon l'a ramenée vers la lumière, prouvant que la véritable richesse réside dans la paix de l'âme. Mais qu'en est-il de ceux qui font du mensonge leur métier quotidien? Penchons-nous sur le cas de Madame N.M., une marchande du marché de la capitale, connue pour sa prospérité éclatante, bâtie secrètement sur la fraude. Elle truque ses balances, mouille son vinaigre, mélange du sable à son riz. Sa philosophie est cynique, les malins vivent, les sots meurent. Elle méprise l'honnêteté, la considérant comme une faiblesse. Lorsque le décret royal ordonne d'afficher la fameuse leçon dans chaque foyer, elle la suspend au-dessus de son comptoir, mais s'en moque éperdument. Allant même jusqu'à prier la déesse de la miséricorde de protéger ses escroqueries. Mais la justice finit par frapper à sa porte sous la forme d'inspecteurs incognito. Prise en flagrant délit, sa boutique est scellée et elle est jetée dans un cachot sordide. C'est dans l'obscurité de sa cellule, privée de tout, qu'elle fait face au néant de son existence. Toute sa fortune accumulée par le vice s'est évaporée en un instant. Heureusement, elle possède un trésor qu'elle n'avait pas su estimer à sa juste valeur, sa fille Xuan. Xuan, d'une piété filiale exemplaire, émeut le cœur du sévère gardien de prison, Lémine. Ce dernier, touché par la noblesse de la jeune fille, lui explique que le seul moyen de sauver sa mère est d'accepter la confiscation de tous ses biens mal acquis. La lutte intérieure de Madame N.M. est terrible, renoncer à son argent lui déchire les entrailles. Mais elle finit par céder, choisissant la liberté et l'amour de sa fille plutôt que l'illusion de la richesse. Ruinée mais libre, elle recommence à zéro. Cette fois, elle vend honnêtement. Chaque matin, elle lit la leçon gravée et repousse la tentation de tricher. À sa grande surprise, sa clientèle afflue, attirée par sa nouvelle intégrité. Elle trouve une sérénité qu'elle n'avait jamais connue, réalisant que la paix de l'esprit vaut infiniment plus que leur volet. Sa rédemption est totale, et sa fille Xuan, par sa vertu, finira même par épouser le noble gardien Lémine. Prouvant que de la boue peut éclore la plus belle fleur de lotus. Cette question du destin et de la manière dont nous le forgeons nous mène naturellement à l'histoire des trois fils du ministre Ohan. Cette fratrie illustre parfaitement les différents rapports que l'humanité entretient avec l'avenir. L'aîné, Ohan Tin, est un fataliste paresseux. Il passe son temps et son argent chez les devins et les tireurs de cartes, persuadé que si les astres ont décidé qu'il réussirait ses examens, il n'a pas besoin d'ouvrir un livre. Le second, Ohan Dan, est superstitieux d'une autre manière. Il croit aveuglément au feng shui et à l'influence des tombes ancestrales. Il passe son temps à déplacer les ossements de ses ancêtres d'une colline à l'autre, espérant qu'un bon alignement géomantique lui garantira la gloire. Le plus jeune, Ohanip, est différent. Il a affiché la leçon aux 1000 écus d'or sur son bureau. Il ne croit ni aux astres ni aux tombes, mais à l'effort, à la discipline et à la loi de cause à effet. S'il étudie dur, il réussira. Jaloux de la sagesse et de l'avancement de leur jeune frère, les deux aînés décident de le corrompre. Ils l'entraînent dans une maison close luxueuse et le jettent dans les bras d'une courtisane envoûtante. Le jeune Ip, inexpérimenté, succombe à la tentation. Les charmes de la jeune femme obscurcissent son esprit, il délaisse ses études. Retire la leçon de son mur pour ne plus entendre les reproches de sa conscience, et s'enfonce dans la paresse. Il est sur le point de gâcher sa vie. Heureusement, son père, un homme d'une grande sagesse, s'en aperçoit. Au lieu de le punir violemment, il l'emmène en retraite dans un monastère perché sur une montagne isolée. Le premier matin, en se réveillant dans la pureté de l'air montagnard,
il trouve sur sa table une petite plaque de bois portant la fameuse phrase. Quoi que tu fasses, réfléchis toujours d'abord aux conséquences de tes actes. Le choc est salutaire. Loin des tentations, face à lui-même, il mesure l'abîme dans lequel il était en train de tomber. Il pleure des larmes de repentir, remercie son père et se replonge corps et âme dans ses études. Le jour des résultats arrive, implacable. Les deux aînés, qui s'étaient reposés sur les prédictions des charlatans et l'emplacement des tombes, échouent lamentablement. Hip, qui a su redresser la barre et fournir l'effort nécessaire, est reçu avec les plus grands honneurs. La leçon est claire et magistrale, notre destin n'est écrit ni dans les étoiles ni dans la terre, il est forgé par nos actions quotidiennes. Par notre persévérance et notre lucidité. Enfin, pour couronner cette épopée morale, l'œuvre nous offre le portrait magnifique d'une femme d'action, Eltane. La fille du nouveau général Lebo. Accompagnant son père lors d'une mission d'inspection secrète dans une province frontalière ravagée par des soldats mutinés et corrompus. Elle se retrouve prise en otage lorsque la situation dégénère. Enfermée dans un fortin assiégé par les troupes de son père, elle ne cède ni à la panique ni au désespoir. Eltane utilise son intelligence, son charme et surtout sa profonde compréhension de la psychologie humaine pour diviser ses ravisseurs. Elle observe les mutins et repère ceux qui, épuisés et effrayés par les conséquences de leur rébellion, regrettent leurs actes. Profitant de l'ivresse du chef des mutins, elle se libère, arme les soldats repentants et retourne la situation de l'intérieur. Debout sur les remparts, au milieu des flammes, elle ne brandit pas une épée pour massacrer ses ennemis, mais elle brandit la parole. Elle crie aux mutins désemparés de se souvenir de la leçon aux 1000 écus d'or. Elle les somme de réfléchir aux conséquences, continuer la rébellion signifie la faim, la mort dans la jungle et le déshonneur pour leur famille. Se rendre signifie la clémence, la vie sauvée le retour au foyer. Face à cette logique implacable, face à la clarté de la loi karmique exposée par cette jeune femme courageuse, les mutins déposent les armes. La rébellion est matée sans qu'une seule goutte de sang supplémentaire ne soit versée. La sagesse a triomphé de la violence. À travers cette fresque foisonnante, le vénérable Thich Nhat Hanh ne nous raconte pas de simples histoires pour nous divertir. Il nous livre un manuel de survie spirituelle. La leçon aux 1000 écus d'or est un appel vibrant à la pleine conscience. Chaque histoire, du roi orgueilleux à la marchande malhonnête, des amants tragiques aux frères égarés, nous crie une vérité fondamentale. Nous sommes les architectes exclusifs de notre bonheur ou de notre malheur. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une graine que nous plantons dans le jardin de notre existence. Si nous plantons l'avidité, la colère ou l'illusion, nous récolterons la souffrance, la ruine et le désespoir. Mais si, avant d'agir, nous prenons une profonde inspiration. Si nous faisons appel à notre sagesse intérieure pour anticiper les conséquences de nos choix, alors nous plantons les graines de la paix, de la prospérité et de la liberté véritable. Cette phrase, Femme Lam Vigjai, TRC Fixe KNUQC Anno, n'est pas une contrainte, c'est une libération. C'est la clé qui ouvre les portes de la prison de nos propres impulsions. Alors, chers auditeurs, alors que notre voyage touche à sa fin, je vous invite à emporter ce trésor inestimable avec vous. Gravez-le non pas sur les murs de vos maisons, mais sur les parois de votre cœur. Demain, face à une décision difficile, face à la tentation de la facilité, de la colère ou de l'égoïsme, prenez un instant. Arrêtez-vous. Respirez. Et souvenez-vous de la leçon aux 1000 écus d'or. Car c'est dans cet espace infime entre l'impulsion et l'action que se joue, en définitive, le chef-d'œuvre de votre vie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration spirituelle, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la sagesse humaine. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais de regarder loin devant vous, là où naissent les conséquences de vos actes d'aujourd'hui.